sommes le jeudi 15 mars. Bonjour et bienvenue à tous dans notre programme hebdomadaire de 24 heures. Je parlerai avec Sophie Sun, économiste en chef de Banque de France. Et plus après, je serai accompagné par Tessa Conner, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes. Puis nous allons discuter du sujet majeur qui devient de plus en plus pertinent dans les discours actuels. Nous allons commencer sur les répercussions politiques, sociales et économiques de la crise de la dette européenne. Après ça, nous allons continuer avec une partie sur l'inconscient chez Freud et donc la santé mentale à notre psychologue. Il y a 9 ans que la crise de la dette européenne. Nous avons amené plein de turbulences économiques. Presque une décennie après, comment va la France et les autres pays européens? Aujourd'hui, notre spécialiste, Sophie, l'économiste en chef de la Banque de France, examinera les causes macroéconomiques de la crise. Et aussi, elle proposera des solutions et réfléchira sur la situation actuelle. Bonjour Sophie, alors nous sommes tout oui. Alors, merci Nick. Donc, l'Union économique et monétaire a été créée en 1992 pour apporter plus d'intégrité, de fluidité et par conséquent de croissance économique. Cependant, alors que l'Union a augmenté le PIB et la fluidité du crédit, la consommation des ménages était aussi augmentée. Cela implique que les ressources économiques s'étaient écartées des investissements, un moteur essentiel de la croissance économique. De plus, sans injection domestique, les économies européennes appuient donc sur des capitaux étrangers, alors que le marché immobilier est devenu la seule source de la rapide croissance. Donc, en 2008, peu de temps après le marché boursier et l'économie américaine s'est effondrée, l'Europe suivrait la même voie. Il n'y avait plus de financement étranger ni remplacement domestique. De plus, il n'existait pas de secteur qui pourrait remplir le grand trou laissé par le marché immobilier qui était en état d'arrêt. À cause de l'intégrité bancaire limitée entre les États membres au niveau national, l'Europe a passé 2 semaines pour négocier un renflouement. Par conséquent, la durée de la crise était prolongée. Par contre, la crise aux États-Unis n'était pas meilleure que celle en Europe, mais les pouvoirs centraux du gouvernement fédéral a réussi à établir un programme de 50 millions de dollars dans la même journée. Donc, on est arrivé à la première proposition de solution, plus d'intégration entre les États membres au niveau bancaire national. En effet, après son investiture de l'année dernière, le président Emmanuel Macron a lancé une proposition monétaire à la chancelière Merkel. Puis, en janvier, après l'élection allemande et 8 mois de négociations, le nouveau gouvernement de Merkel a accepté la proposition avec un document politique de 28 pages, qui établit un plan de développer du mécanisme de renflouement à un fonds monétaire européen et éventuellement une union bancaire. Pour la deuxième solution, on tourne enfin vers une économie qui continue à défier la gravité, celui du Japon. Avec le ratio de la dette au PIB le plus haut du monde à 200%, 2 fois plus haut que celle des États-Unis, le Japon n'avait jamais une crise de dette. Le secret est ce que les dettes sont principalement financées par des citoyens japonais, dont le taux d'épargne est aussi le plus haut du monde, à 50%. Cela signifie que les Japonais épargnent la moitié de leurs gains. En comparaison, le taux est seulement 14% en France. Donc la France, en ce moment, on est mieux préparé, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et voilà, on retourne à vous, Nick. Budget, bougie, créative mais pas cher, en entière. Tess, pouvez-nous expliquer la théorie sous-jacente aux l'inconscient chez Freud et donc les potentielles répercussions des maladies mentales dans la société moderne?
l'individu n'est pas totalement maître de ses actions ni de ses émotions. Selon Freud, un acte manqué, une pensée, un rêve et même une action n'apparaissent jamais par hasard. En revanche, ils révèlent un conflit à l'intérieur de l'individuel. Freud considère le conscient ne constitue que le point de l'iceberg. L'inconscient, par contre, est défini par Freud comme un réservoir de sentiments, de souvenirs, de désirs et des pulsions refoulées. D'après Freud, ce réservoir est extérieur de l'inconscient et joue le rôle le plus important dans l'étape mentale, en particulier à l'égard de la maladie mentale. Freud a introduit le psychanalysme, une méthode de décrypter les processus inconscients de ses patients afin de traiter ces maladies mentales. Oh, intéressant. Je m'intéresse particulièrement s'il y a une explication selon Freud pour expliquer le traitement mental. De la même manière, a-t-il un modèle pour représenter ces idées sur le conscient et l'inconscient? Mais oui, bien sûr. Freud a cru que le psychisme, qui est l'ensemble des phénomènes mentaux qui incluent l'inconscient et le conscient, bien sûr. Alors, c'est divisé entre trois parts, le ça, le moi et le sur-moi. Le ça constitue les désirs immoraux. Le sur-moi est une censure qui fit les désirs inacceptables conformément au code moral de la société, hors du système de conscience. Et le moi ne reçoit que des désirs moralement acceptables. À cause de ces censures, le sur-moi, l'inconscient devient un lieu de mauvaises pensées et de pulsions bizarres et honteuses. Freud propose qu'il existe une lutte perpétuelle dans le cerveau entre le moi et le ça, tandis que le moi cherche d'adapter au contexte et aux ses exigences. Le ça, d'autre part, cherche inconsciemment à satisfaire les pulsions refoulées. Alors, ces désirs inconscients restent inactifs dans le ça, ou c'est le cas qu'il trouve l'expression dans les comportements d'une personne? Alors oui, malgré cette censure, les pulsions réprimées se manifestent dans la vie quotidienne. Selon Freud, l'inconscient peut s'exprimer dans les actes manqués, les lapsus, les rêves et dans les cas extrêmes, les maladies mentales. Pensez-vous, Tess, que le modèle freudien est pertinent aujourd'hui ou avions-nous voir un changement de la compréhension de ce modèle dans les années récentes? Il faut prendre note qu'actuellement, les scientifiques ont plus ou moins rejeté l'idée proposée par Freud que l'inconscient est alimenté par les désirs refoulés. L'inconscient d'aujourd'hui est plutôt défini comme l'activité neurale qui constitue et qui ne représente pas les pensées et la soutenue et la mémoire consciente. Alors, comment est le modèle de compréhension grâce à Freud encore important ou régulièrement vu dans nos vies quotidiennes? Alors, la plupart des fonctions cérébrales concernent les processus inconscients et les comportements automatiques. Cette découverte indique la nécessité d'approfondir les recherches à l'égard de l'inconscient. Merci beaucoup. Merci bien, Tess, et à tous. À bientôt et bonne soirée.